Nous allons passer la parole maintenant à Emmanuel Geoffriot, qui est enseignant-chercheur à AgroCampus Ouest et qui va nous parler de la carotte, ou des carottes peut-être. Oui. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mon diaporama en plein écran déjà? C'est très bien. Ben, écoute, Daniel, je vais commencer par te faire un petit clin d'œil parce que je suis hébergé cet après-midi dans les locaux de la Maison des fruits et légumes, où il y a le CTFL, n'est-ce pas? Puisque je Jacques me suis Ferrer, échappé ouais. tout à l'heure du CS du CTFL qui était aujourd'hui. Voilà, alors donc, voilà, on m'a demandé de parler un petit peu de carottes. Qui fait partie effectivement des légumes originaires plutôt de l'Asie, alors on va dire plutôt de l'Asie centrale, et je vais vous présenter un certain nombre de connaissances, ou parfois de suppositions aussi, et puis de travaux que l'on a pu mener sur la diversité des carottes. Alors je vous présente déjà un peu pour ne pas oublier de vous parler un peu de sauvage quand même, je vais plus sur l'origine de la carotte cultivée. Et en fait, comme d'autres apiacées, hein, c'est vraiment le bassin méditerranéen qui est le centre un peu de brassage et de diversification de cette espèce-là, et comme d'autres apiacées. Et en fait, ici, vous avez une représentation en fait, de la diversité des apparentés sauvages chez la carotte qui se retrouve sur tout le pourtour méditerranéen, nord et sud, est et ouest. Et avec, ici, c'est une représentation des GAP, hein, de ce qui existait comme taxon sauvage et qui n'existait pas encore dans les collections, hein, de ce qu'il était nécessaire de collecter. Et la France, à ce moment-là, ils ne savaient pas qu'on avait fait des prospections de carottes sauvages. Donc maintenant, c'est assez couvert sur la France, avec au passage une diversité très forte sur le pourtour méditerranéen par rapport au reste de la France, qui remonte sans doute à des périodes post-glaciation. Les... Alors, à partir de là, alors, la carotte, enfin, a priori, elle était connue des Égyptiens, elle était consommée sous forme, la carotte sauvage, sous forme de semences, hein, comme le cumin, avec un usage à peu près similaire au cumin. Et en fait, la domestication de la carotte a été sans doute assez tardive, en fait. Alors, elle est supposée être en Asie centrale, hein, donc autour de l'Afghanistan. Avant, on dit, bon, on ne sait pas trop en fait exactement, mais avant le Xe siècle. Et les premières carottes qui ont un peu, enfin, domestiqué, hein, avec des caractères tels que la tubérisation, tels que le caractère bisannuel versus les annuels, hein, c'est plutôt le caractère majoritaire chez les sauvages. Voilà, donc ça, c'est à cette période-là que cette domestication a eu lieu, avec des types probablement violets au départ, et on trouve des caractéristiques comme ça chez les carottes sauvages, chez les racines de carottes sauvages, et après plus ou moins jaune. On ne sait pas trop quand le jaune est apparu en fait par rapport au caractère violet. En fait, il y a eu deux événements de migration. A priori, il n'y a qu'un seul événement de domestication, ou en tout cas un centre de domestication, mais deux événements de migration assez clairs. D'une part vers l'ouest, hein, à partir du Xe, XIe siècle, XIIe siècle, il y a plusieurs écrits, et notamment des Arabes, écrits arabes dessus. On voit très bien avec les études d'aujourd'hui que la Turquie, notamment, hein, et cette Asie mineure, est assez une plaque tournante, hein, c'est assez intermédiaire entre les types ouest et dont on va parler et les types est ensuite. Et en fait, dans la poursuite de cela, on a eu a priori deux voies d'arrivée en Europe, hein, soit via l'Espagne, hein, avec les morts, hein, à l'époque, ce qu'on appelait les morts, et puis via l'Italie. Alors, quoi, que ce soit la guerre ou le commerce, hein, ce sont deux voies bien sûr, de diffusion à la fois des innovations et puis du matériel végétal. Et il y a un certain nombre de représentations iconographiques dont je vais faire mention là, qui présentent clairement que les premiers types en Europe étaient clairement violets et jaunes. Et cette représentation de Nicolas Mess, hein, c'est alors beaucoup de tableaux hollandais, hein, de peintres hollandais, hein, qui figurent ça, et tout ce qui a été cité d'ailleurs ensuite aussi par Marie-Christine, on ne voit en général pas de carottes sur ce type de représentation. Et ici, vous avez clairement des carottes longues, pointues, et violettes et jaunes, hein, c'est clairement. Alors, vous remarquerez les dates, hein, 1660 a priori pour ce tableau-là, et on verra qu'on essaie de tracer en fait l'apparition des types colorés de carottes en fonction des tableaux. C'est pas toujours évident par rapport d'ailleurs au pigment lui-même du tableau qui a pu évoluer, et puis les dates des tableaux en tant que tels.
Ici, vous avez d'autres représentations où justement, on voit des représentations de carottes jaunes, hein, avec des jaunes orangés. Donc, Hertzen et puis Girardot, là, on a une femme qui est clairement, le tableau est Femme épluchant de la carotte, a priori, c'était le titre du tableau. Et des représentations de carottes oranges de façon un peu plus nette, ici à gauche, hein, avec la représentation en bas à droite du tableau de gauche avec des carottes assez orangées, et puis celle de Beucler ici avec des carottes au premier plan également assez nettement orangées. Voilà, alors toujours des types plutôt longs et plutôt pointus, ce qui est vraiment le type, on va dire, d'origine de la carotte. Alors cependant, on a eu ce type de représentation qui est censé être de la carotte, mais peut être discutable parce que pendant longtemps, il y a eu des confusions entre les carottes, les panais, parce qu'on appelait ça pastinaca, hein, il y avait une espèce de confusion. Alors, ce Juliana Anicia, alors c'est censé venir des Romains, hein. Et puis là, on voit effectivement une racine, hein, alors un peu branchée, mais qui est orangée. Et donc, il pourrait laisser penser que quand même, il y avait une forme de carotte assez tôt et qui serait de couleur orangée, alors que notre discours, hein, tous les autres indications semblent penser que cette apparition des carottes orangées est plutôt postérieure, puisque c'est en arrivant en Europe hein, que les premières carottes qui étaient jaunes et violettes au départ ont vu ensuite en Europe et en France d'abord apparition d'une carotte blanche. Alors, ce n'est pas forcément celle que j'ai ici en photo, mais une carotte blanche. Et apparemment qui s'est assez limitée, hein, d'après les écrits plutôt, à la France, et qui a été peut-être éphémère au cours du XVIe, XVIIe siècle. Et ensuite, il y a eu vraiment l'apparition de la carotte orange. Alors, la carotte orange, d'après les tableaux, on voit bien que 16, 17, peut-être majoritairement mi ou fin XVIIIe siècle, et qui serait clairement issu de champs en Hollande, de champs de carottes probablement jaunes, et tout ça étant plutôt une histoire au long du temps de mutation hein, dans ces pigments de la carotte. Alors, par contre, il y a un événement qui est parallèle, hein, qui s'est allé vers l'Est, et donc vers Afghanistan, Pakistan, Inde, Chine, et puis jusqu'au Japon, et qui a vu apparaître la carotte rose. Donc, c'est une carotte à lycopène, comme la tomate, hein. Donc, typiquement, le matériel qui vient de l'Est, enfin, en tout cas, toutes les carottes roses, en fait, viennent de l'Est. Le type rose n'existe pas à l'Ouest, donc c'est vraiment une mutation qui est apparue lors de la migration vers l'Est. Et en fait, par rapport à l'ensemble de ces phénomènes, on a aussi eu un événement ensuite de migration des types, alors hollandais qui au départ étaient les shorthorn, longhorn, etc., de l'Europe vers le Japon. Et ça a été plutôt vers le XVIIIe siècle, et notamment un type typique de l'Est, hein, c'est le type Kuroda, hein, qui est très cultivé en Chine et puis au Japon, qui serait issu alors des types Early Chantenay, etc. Donc, et qui serait adapté au Japon. Le type long rose, là, c'est le type Kintoki qui a plutôt une valeur un peu pour les fêtes au Japon. Et d'ailleurs, dans les études génétiques, on voit bien que le matériel, quand on fait des études de génétique, le matériel japonais, en fait, se situe intermédiaire entre du matériel de l'Est et du matériel européen. Donc, il y a bien eu un brassage de ce matériel-là au cours du temps. Et il ne faut pas oublier qu'après, au niveau de l'Europe, hein, en XVIIIe siècle, il y a eu l'exportation de la carotte vers le Nouveau Monde. Et ensuite, au XXe siècle, ça fait le tour de la Terre pour retourner des États-Unis vers le Japon, qui a été une source de brassage supplémentaire des types variétaux. Alors, on a brassé beaucoup de diversité carottes, hein, plus ou moins belles, hein, des ressources génétiques. Des fois, si ce sont des ressources génétiques, il y a de bonnes raisons aussi. Et puis, avec des choses parfois un petit peu bizarres, un peu chimériques qu'on a pu croiser au fil du temps. Mais en tout cas, pour dire que la diversité carotte est très importante, hein, qu'on n'a sans doute pas encore fini de l'exploiter, hein. Moi, je considère toujours qu'elle est relativement méconnue et en tout cas sous-exploitée aujourd'hui pour la sélection notamment. Alors, ce qu'on avait fait comme travaux pour essayer de regarder cette histoire évolutive de la carotte
avec l'aide de marqueurs génétiques. Hein. On a utilisé des marqueurs neutres, hein, qui sont les microsatellites à gauche, et puis des marqueurs euh, issus de la voie de biosynthèse des caroténoïdes. Hein. L'idée, c'était de dire si la couleur est un marqueur de l'histoire évolutive de la carotte, eh bien, on devrait trouver des traces de sélection, hein, de cette diversité à travers la variation ou le polymorphisme des gènes de la voie de biosynthèse des caroténoïdes. Hein. Les caroténoïdes donnant ces couleurs jaune, orange ou rose. Et donc, ce qu'on voit clairement, hein, c'est que le monde se divise en deux, hein, effectivement, avec ce qu'on appelle, ce qui est appelé aussi dans la littérature, la carotte de l'Ouest versus la carotte de l'Est, et que finalement on retrouve, même s'il est plus net pour le pattern issu de marqueurs neutres, là, des microsatellites, on retrouve ce même pattern quand même pour les gènes de la voie de biosynthèse des caroténoïdes. Et en fait, ce à quoi on arrive, c'est bien une subdivision géographique Est-Ouest, hein, globale, avec, comme je l'ai dit, les groupes Turquie et voisins de la Turquie comme étant un groupe intermédiaire entre ces groupes de l'Ouest et ces groupes de l'Est, et ce qui était en accord avec les écrits, hein, qui avaient été supposés, les écrits relativement anciens, et puis des données taxonomiques, hein, qui avaient été faites également. Alors, les carnoïdes, alors je l'ai évoqué sur la composition des carottes. Hein. On a des carottes jaunes qui contiennent surtout des xanthophytes de la lutéine, des carottes oranges qui contiennent la lutéine, l'alpha-carotène et du bêta-carotène, et des carottes roses qui contiennent du lycopène, mais aussi de l'alpha-carotène et de la lutéine. Et en fait, on a aussi les carottes violettes qui, elles, peuvent contenir notamment de la lutéine, hein, avec un cœur jaune, mais une couleur qui est en fait couverte par les anthocyanes. Et donc, c'est ces gènes-là de la voie de biosynthèse des caroténoïdes tout au long de la voie qu'on a cherché à tracer dans nos études. Et en particulier, ce qu'on a pu faire au-delà de la structuration de la diversité générale, c'est de regarder un petit peu l'évolution entre ces types de carottes. Alors, en haut, je vous représente une racine au passage de carottes sauvages, hein, donc quelque chose de très boisé, très dur, mais qui peut avoir des colorations anthocyanées ou de couleur crème qui me font sens d'un point de vue pigmentaire, mais autrement, il y a peu d'intérêt. Hein, vraiment, on voit bien l'effet de la domestication. Et donc, clairement, le premier type a été le type pourpre. Ici, vous voyez qu'avec un phloème, une chair qui peut être plus ou moins de couleur violette et un cœur qui peut être blanc, blanchâtre, jaune. Et en fait, les flèches que vous voyez, sur les couleurs, hein, les couleurs rouges, ça montre une grande distance génétique ou une plus grande distance génétique euh, par rapport aux flèches noires qui montrent plutôt une proximité, hein, génétique. Ça, c'est sur la base de la diversité du polymorphisme des gènes de la voie de biosynthèse des caroténoïdes. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que effectivement, à partir de la pourpre, il y a eu émergence de la carotte de la carotte jaune, pardon, en Europe, hein, donc là, une distance proche. Et ce qu'on ne savait pas trop encore par rapport à aux carottes oranges et blanches, par exemple, on ne savait pas trop si finalement c'était séquentiel entre ces deux types à partir du jaune, ou est-ce que c'était des éléments un peu différents. Et en fait, il s'avère bien que puisqu'elles sont toutes les deux en relativement proximité génétique de la carotte jaune, mais qu'elles sont distantes l'une de l'autre, qu'il y a bien eu apparition d'un côté de la carotte blanche et de l'autre côté de la carotte orange. Et d'autre part, on mesure bien aussi la forte distance entre les carottes oranges et la carotte blanche, hein, par rapport à la carotte violette. Et de l'autre côté, on voit également une grande distance génétique entre les types, on va dire, européens, la jaune, blanc et orange, par rapport à la carotte rose, mais une relative proximité de cette carotte rose par rapport à la carotte violette. Donc il y a bien là aussi, ça alimente le fait qu'il y a bien un événement de dispersion spécifique de la carotte pourpre par rapport aux carottes occidentales. Et en fait, dans certains écrits, hein, qui sont un peu curieux, qui justifiaient à une certaine époque l'apparition de la carotte orange, en fait, par des croisements d'une carotte jaune, une carotte pourpre, c'est plutôt de la pourpre, hein, d'ailleurs, Arthur Rubens, avec de la carotte sauvage pour revenir à une forme cultivée. Et j'avoue que j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on va chercher des choses si compliquées alors que dans la nature, les choses sont finalement parfois beaucoup plus simples.
Et on le voit bien en sélection que c'est repasser par du sauvage, ça peut paraître très bizarre, et que tout ça est en fait une histoire de mutation. La carotte jaune étant en fait une carotte violette sans le violet, hein, une mutation dans la biosynthèse des anthocyanes, et les autres types de carottes acaroténoïdes, hein, donc que ce soit la orange avec des bêta-carotènes ou la blanche en absence de caroténoïdes sont bien des mutations dans votre biosynthèse des caroténoïdes et qui des mutations qui ont été repérées, hein, parce que finalement, à l'époque, dans les champs de l'hiver, on avait beaucoup de vers à manger et que finalement, de trouver des légumes un peu colorés pouvait avoir du sens. Donc là, vous avez des coupes, hein, pour vous redire que le type violet qui peut être blanchâtre ou très jaune à l'intérieur, et puis ce type rose ici, qui est enfin, avec du lycopène en tenant en caroténide assez forte, mais ce qui contient le plus de caroténide de façon assez extraordinaire par rapport à l'ensemble des légumes qui existent, c'est quand même la carotte orange. Alors, pour voir plutôt les temps un peu plus récents, hein, donc à partir des premières apparitions de carottes oranges qui sont situées en Hollande, il y avait vraiment la longue orange, on a perdu aussi bien sûr ces types intermédiaires, et puis il y a les horns, hein, qui veut dire corne, hein, donc il y avait la late half longhorn, la early half longhorn, et puis la early short horn. Et ce qui a pu donner, hein, clairement, les courtes ont donné les types parisiennes. Hein, chez nous, on peut avoir le type intermédiaire qui a donné le type Nantes, le type nantais, et puis la late half longhorn qui a pu donner des type Chantenay, d'Anvers, etc. Et les types plus longs, plus pointus, seraient issus vraiment d'un type différent, avec ici un exemplaire que vous connaissez en France, c'est la Saint-Valéry, mais aussi après tous les types de conservation oui, de culture longue, hein, de cycle long, pour être des intermédiaires entre ces deux types late half longhorn et puis long orange. Alors, la France est enfin, moi, je considère que la France est un centre de diversité secondaire de la carotte cultivée, et je souscris tout à fait à ce qu'a dit Marie-Christine, hein, que finalement, les premiers sélectionneurs ont toujours été les maraîchers. Et c'est d'autant plus marqué ici avec le cas de la carotte, où on voit bien qu'en plus, ce sont des maraîchers de ceinture verte, hein, qui ont fait leur propre sélection. C'est pour ça qu'on a tous les noms de localités. Hein. C'est qu'au départ, il y avait des sélections locales faites par des maraîchers, et dont les maraîchers de ceinture verte, on voit bien qu'ils ont sélectionné notamment un certain nombre de types à cycle court, hein, que ce soit la parisienne, la Saint-Fiacre, la Bello, hein, en région parisienne, ou que ce soit la nantaise et des nantaises à forcer. Hein. Et typiquement, ce type de carottes, on les cultivait vraiment en botte pour le printemps, sous couche, hein, enfin sur couche chaude, etc. Voilà. Et en fait, on a toute une panoplie, hein, de types en fonction des marchés, hein, de la précocité souhaitée, et puis de savoir si c'était du précoce, du saison ou du tardif, bien sûr, ce qu'on trouve encore aujourd'hui. Avec les deux types colorés typiques de la France, hein, c'est bien sûr la blanche de Béon des Vosges et puis la jaune du Doubs. Autrement, le reste, on est plutôt dans le type orange, avec une évolution, hein, vers des types très ronds jusqu'à des types très longs. Et toute cette diversité, je profite de faire un peu de publicité ou de rendre hommage en tout cas à tous les collègues du réseau Carotte et autres Docus, hein, qui œuvrent au maintien et puis à l'étude et puis aussi à la mise à disposition de la diversité chez la carotte, alors française bien sûr, qui est notre mission première, mais également d'une diversité plus large chez la carotte, et tout ça est piloté par le CRB Carotte et autres apiacées légumières que j'anime à l'Institut Agro. Alors, du coup, la carotte cultivée, pour voir les temps modernes, hein, on a dans les années 50, et on voit avec l'ouverture du catalogue beaucoup de variétés population avec des types. Hein, vous voyez que j'ai un peu résumé sur cette photo-là, avec un certain nombre une morphologie très, très, très variable. Et puis, à partir des années 70, le premier hybride en France de carotte est apparu en 1977. Hein, c'est close avec Nandor. Et ensuite, il y a eu un envol des variétés hybrides qui apportaient quand même un plus en culture de carotte, au-delà que bon, c'est une stratégie de semencière, mais en tout cas, chez la carotte, ça a apporté un plus, et ça a très vite pris le pas sur. Il y a
switch assez rapide des variétés population vers des variétés hybrides pour la culture de la carotte, en termes d'homogénéité, de rendement, etc. Alors, une des caractéristiques entre les populations anciennes et puis des variétés un petit peu plus modernes ou l'effet de la sélection, c'est vraiment la forme, le type nantais, bien cylindrique, bien droit. Et pour vous dire, je ne l'ai pas mentionné là, mais dans ma carte de France, il y a quand même le type nantais qui vient de Nantes et qui aujourd'hui représente 70% des surfaces cultivées dans le monde. Même si, bien sûr, les gènes dedans sont issus d'un brassage très très large mondial, mais la forme cylindrique est vraiment du type nantais. Et puis l'autre type, là, c'est la Chantenay, qui était en périurbain de Nantes, et maintenant aujourd'hui c'est un quartier de Nantes, ça a été absorbé par Nantes, et le type Chantenay est très cultivé dans le monde, notamment pour des aspects de conservation et puis de transformation. L'autre type ensuite au niveau mondial étant la Kuroda en Asie, et puis le type Imperator, la carotte très très longue là, qui est cultivée aux États-Unis, notamment pour le snacking. Alors, au niveau français, si on regarde des populations anciennes, j'ai plus de mémoire ce que j'avais pris en photo, mais bon, c'était une nantaise de base. Donc, on voit bien que à l'origine, et c'est le cas d'ailleurs pour la tomate, au passage, le cœur était très jaune, donc le xylème, là, le cœur, avec partie boisée, c'est là où passent tous les vaisseaux, et puis la partie charnue, le phloème, était pas très, forcément pas très développée. La Colmar a un très 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 gros cœur, par exemple, et était ce phloème est de couleur orangée. Et on voit bien qu'un des gros aspects de la sélection au cours des dernières décennies, ça a été d'avoir une coloration orange plus intense, ce qui était traduit d'ailleurs par une augmentation de la teneur en carotéine au passage. Une partie chair, donc phloème beaucoup plus prononcée, plus importante, pour avoir une carotte moins dure. Et surtout, enfin surtout, et également un cœur de même couleur, orangé, c'est-à-dire qu'on a cherché à avoir une carotte, ce qu'on appelle concolore. Et l'un dans l'autre, tout ça a vraiment fait une augmentation des tenants en carotéine, même si ça n'a jamais été un objectif de sélection en tant que tel. Alors, pour resituer, on a fait beaucoup de travaux de diversité et d'autres choses. Enfin, voilà, on a fait aussi des tests de consommateurs, des tests de commercialisation, enfin, pour la diversification, etc. Et là, dans cette cartographie de l'espace sensoriel de la carotte qu'on a fait avec le CTFL, j'ai resitué, enfin, ici, les carottes qui sont en bleu, c'est les variétés anciennes ou variétés population qu'on trouve d'ailleurs mélangé. On va s'occuper de cette partie gauche parce qu'en fait, le reste, c'est un effet plus de localisation. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, et on a trouvé des variétés population qui étaient tout à fait intéressantes d'un point de vue qualité gustative, qualité organoleptique, et surtout qui était finalement une en particulier, la Deluc, pour rien vous cacher, et qui est stable au cours du temps. C'est-à-dire qu'année après année, elle nous, en tout cas autour de 2 années de suite, elle s'est toujours bien présentée d'un point de vue stabilité, d'un point de vue organoleptique, et notamment avec un équilibre entre le côté sucré et puis le côté un peu plus amer ou térébenthine, ou enfin derrière on a le goût vraiment de la carotte, alors que on a fait des tests consommateurs où finalement on a bien 20% des consommateurs qui trouvent qu'aujourd'hui la carotte n'a pas de goût, que comme ça a été dit, un sac d'eau et de sucre. Et donc on a une partie des consommateurs qui sont tout à fait en attente d'une autre carotte que celle qu'on leur donne, là, des carottes brossées, là, qui manque de goût. Et pour finir, un retour aux origines. Donc aujourd'hui, la carotte de couleur, et je dis toujours que la carotte orange est finalement un légume récent. Et aujourd'hui, on voit de nouveau apparaître des carottes de couleur, alors qui ont fait l'objet de sélection pour le coup, un peu améliorées pour la forme, pour le goût, etc., pour le croquant, et qui sont plutôt aujourd'hui plutôt des types de diversification, oui, de niche aussi, plutôt de la diversification. Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant de voir que c'est présenté toujours comme des carottes anciennes, mais en fait, derrière, on a des hybrides bien récents, derrière ces nouveaux types colorés de carottes. Et d'ailleurs, on a fait des tests consommateurs autour des types colorés de carottes, et pour vous dire, quand on met en face de personnes ces types colorés de carottes, on voit bien qu'il y a un effet de translation entre la orange, la blanche et la jaune. Donc ça ne fait pas craindre
les gens n'ont pas trop peur. Parce que finalement, la carotte blanche et jaune sont des carottes orange sans l'orange. La rose, qui n'est pas très bien représentée sur cette photo, on a des plus belles, est finalement pas trop choquante. Ce qui est plus choquant pour les consommateurs, c'est la carotte violette, clairement. Et en fait, dans les tests consommateurs, notamment avec des appréciations hédoniques, hein, quand on dit aux personnes, ben, finalement, on leur explique l'histoire de la carotte et de dire que cette diversité de couleurs, ben, finalement, c'est l'histoire de la carotte, ça a toujours existé, et qu'il n'y a surtout pas de trafic génétique derrière, et bien l'appréciation de la carotte violette réaugmente en fait, et d'où la nécessité pour ces types de diversification ben, d'avoir de l'information qui accompagne bien sûr ces types colorés de carottes pour assurer ou aiguiller aussi la curiosité du consommateur. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention avec ce petit clin d'œil qui représente j'espère pas quand même, hein, la prochaine étape de l'histoire évolutive de la carotte quand même. Ça pourrait être inquiétant. Merci Emmanuel Geoffriot pour cette présentation très intéressante et attrayante. Alors, il y a des questions. Il y en a une qui était un peu ancienne question, mais qui me paraît intéressante et vous êtes à même sûrement d'y répondre. Quelqu'un demandait ce qu'était la sélection massale. La sélection massale, c'est qu'on prend une population, on essaie de retenir les meilleurs individus qu'on recroise ensuite pour la prochaine génération. Voilà, c'est-à-dire c'est les premières méthodes de sélection Voilà. qu'a fait les jardiniers dans leur propre jardin Voilà. Ils à retiennent les l'origine. meilleurs individus pour différents aspects, hein, que ce soit la semence ou que ce soit les caractéristiques de légumes en tant que tel. Il n'y a pas de croisement dirigé. Pas de croisement dirigé et pas de complexité. Alors, la carotte du codex Anissier-Julianet est en fait ocre-orange comme toutes les autres racines représentées dans ce manuscrit. Ce n'est donc pas une preuve de l'existence de carottes orange à l'Antiquité. Exact. Hmm. Vous Je suis avez, content. Qui est-ce qui dit ça? c'est un spectateur anonyme. Je ne peux donc vous dire qui. Non, parce que j'ai pas fait le tour de tout le codex Anicia, mais si effectivement on n'est pas à l'abri de ce genre de choses qu'ils avaient choisi de tout représenter pratiquement orangé pour donner de la couleur, mais oui. Mais ça me va très bien parce que ça collerait pas trop avec mon discours sinon. Le spectateur anonyme, je crois que c'est Michel Chauvet, il s'est dévoilé après. Ah, le Michel. coquin. Parce quand même, pour connaître ça, bon. Alors il se dévoile après. La remarque du collègue Sanifier est de moi. Ah ben oui, d'accord. Une autre question sur la couleur orangée de la carotte n'est-elle pas une avancée politique pour les Pays-Bas dont c'était le symbole dynastique? Oh, Oui, alors, oui, comme on le fait aujourd'hui, des fois, c'est d'avoir des produits qui sont à la couleur du pays. Et en fait, quand on regarde les dates, en fait, la dynastie Orange, est venue au pouvoir légèrement après. Donc, ça colle pas très bien, en fait. ah, d'accord. Mais écoutez, il y avait relativement Et peu. même relativement tardivement par rapport à certains tableaux où on voit clairement des carottes oranges. Alors, peut-être que ça, après, ça s'est généralisé, peut-être grâce à ça, hein, ceci dit. Ben, alors, il y a finalement peu de questions et qui peuvent toujours venir. D'ailleurs, s'il y a des spectateurs qui veulent en poser, pour le moment, moi, je n'ai rien d'autre qui apparaît en ligne. Euh, Il y a une question de Rémi Caram, je crois que tu ne l'as pas posée. voilà, ben, elles viennent juste d'arriver. La couleur orange à carotte n'est-elle pas avancée? Non, si, c'est celle-là, sur l'avancée Ah politique. oui, oui. Ah oui, ouais. Non, je ne vois rien d'autre pour le moment. Euh, et sinon, tout le reste avant concernait l'aubergine. Ah, peut-être que Marie-Christine peut répondre à d'autres questions sur l'aubergine. Bon, Éventuellement, je crois que il y a des possibilités. Qu'est-ce qu'il y avait
Il y avait une question de justement comment se fait-il que l'aubergine, une solanacée, soit d'origine asiatique alors que la plupart des autres solanacées cultivées sont d'origine américaine? Ça, c'est une bonne question. Ouais. C'est la question qui tue, ça. Euh, j'ai pas vraiment d'explication, hein. C'est une question d'évolution comment dire, de migration des continents et Et oui, d'évolution des espèces. Faut remonter dans les aires, pas les aires géologiques, mais faut remonter loin. Et là, oui, j'ai pas d'explication. Effectivement, l'aubergine est asiatique et d'origine africaine initialement, puisque toutes ces apparentés sauvages, les espèces botaniques qui lui sont apparentées sont africaines. Mais toutes les autres, la plupart des autres sont américaines, c'est vrai. oui, ben oui, mais c'est la dérive des continents, hein, Et et voilà, c'est les ça. millions d'années. C'est Oui, ça. Oui, c'est comme les baobabs entre l'Australie, Madagascar et l'Afrique. En gros, c'est la même chose. oui, 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 c'est ça. Donc, je vais Bon, il y a remercier. une dernière question sur la carotte et puis je crois qu'après on va arrêter ce webinaire. Alors, au niveau nutritionnel, la carotte orange est meilleure quand on connaît les propriétés antioxydantes des caroténoïdes. Oui, oui, parce que bien sûr que les caroténoïdes ont un fort pouvoir antioxydant, même s'il est moins fort que celui des anthocyanes. Mais surtout, alors, c'est pas l'orange en tant que tel, par rapport à, vaudrait mieux manger une carotte violette de ce point de vue-là, avec d'autres couleurs d'ailleurs, d'autres carotides dedans. Après, ce qui fait son intérêt à la carotte orange, c'est effectivement qu'elle a été fortement sélectionnée. Et notamment pour cette couleur orange, comme je l'ai dit. Donc, du fait, ça devient un apport en caroténoïdes très, très important. Après, comme on rappelle souvent, hein, c'est que le premier intérêt de la carotte, c'est finalement, d'un point de vue nutritionnel, c'est le fait que c'est relativement peu calorique et surtout riche en fibres. Et la richesse en fibres a tous les bienfaits contre l'obésité, et qui est la mère de toutes les autres pathologies, de beaucoup d'autres pathologies humaines, hein. Donc voilà, il ne faut pas oublier que le premier intérêt, c'est d'abord celui des fibres. Des fibres, oui, oui. C'est d'ailleurs, c'est une des bases des régimes amaigrissants, la carotte, hein. Bien, ben écoutez, je vous remercie tous. Je crois que nous allons donc conclure ce webinaire qui a été très riche en informations et très, très bien documenté. Je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi tous les participants qui ont posé de nombreuses questions. Et je vous dis bien la semaine prochaine pour découvrir les légumes qui viennent d'Amérique du Sud. À bientôt. Au revoir et merci. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir, revoir. merci. Au revoir à Au tous. revoir, à Au bientôt. revoir, merci.